Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, on va pouvoir aborder le troisième pan de cette chaîne, qui est la parentalité et les pédagogies que je mets en place en fait pour mon enfant et que je continuerai à utiliser pour mon deuxième enfant. Donc ça fait, là je vais vous raconter une expérience de 5 ans, et je dirais même 6 ans finalement, avant la naissance de ma fille, puisque tout simplement, il y a un travail de recherche, il y a un travail d'essayer de comprendre en fait ce qui pourrait nous aller, et voir si c'est possible en fait, post-maternité, de pouvoir mettre en place par palier ces pédagogies-là. Donc moi j'étais en 2016, 2015, 2016. 2016 j'ai eu le temps de... j'ai eu les 9 mois en fait de maternité pour aller me renseigner, pour trouver comment faire en fait. C'est vraiment la question que je me posais au quotidien. Comment on fait pour éduquer un enfant? Comment on fait pour lui donner les apprentissages, lui donner le maximum de chances de pouvoir s'épanouir? Avec des objectifs qui m'étaient personnels, de vraiment pouvoir faire en sorte que mon enfant soit autonome. Voilà. Moi, je voulais passer en fait toutes les clés possibles pour l'autonomie. On a eu des hauts, on a eu des bas. Là, on trouve un peu notre stabilité parce que on y travaille vraiment au quotidien, et on peut dire que depuis un an, on a beaucoup de temps à consacrer aux enfants. Donc on essaie de rééquilibrer en fait certaines choses, parce que dans le cours de ces 5 ans, les 2 premières années ont été vraiment exceptionnellement chouettes, puisque on a eu la chance en fait que notre fille naisse un petit peu en avance, mais par contre elle n'a pas eu de mal à trouver son rythme biologique, donc on n'a pas eu de galère en fait au départ. Elle dormait beaucoup. Vraiment les 2 premières années, j'ai rien à déclarer de ma fille, puisque en fait elle dormait et elle se réveillait aux mêmes heures que nous, et elle s'endormait quasiment sur le même rythme, à tel point que elle était tellement facile à vivre qu'on pouvait même l'emmener en soirée avec nous, et qu'elle dormait dans sa nacelle. Et on l'a pas fait une fois, on l'a fait plusieurs fois, et j'assume totalement de le dire, mais elle a eu une vie très remplie socialement les 2 premières années. On a même emmené notre fille en festival de musique. Enfin, on a pu avoir des expériences en fait que très peu de parents, je pense, se permettent de faire, déjà, premièrement, et en plus peuvent faire. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de problèmes de santé. Je crois qu'on a très peu vu en fait les médecins. On les a vus les 9 premiers mois, enfin au cours de la première année, pour les vaccins, les rappels, mais il n'y avait que ça. Et la deuxième année, je crois que littéralement on a vu de moins en moins de personnes. Elle avait pas de problème d'alimentation, loin de là, puisque c'est un enfant qui a tout de suite bu du lait et choses comme ça, donc pas d'allergie, à des quantités assez astronomiques, donc elle grandissait très vite. Et après on n'a pas eu de... Enfin voilà, du coup elle avait un rythme qu'elle a pris à la maternité, clairement, parce que il y avait un service post-naissance, et qui prenait le relais en fait les 2-3 premiers jours, puisque moi-même j'ai eu une césarienne. J'ai accouché sous césarienne, donc du coup il y a eu un relais qui a été pris, même si j'ai vu ma fille dès le lendemain. Je l'ai vue naître vite fait, et finalement elle est partie en service post-natalité juste après. Et en fait il y a eu ce relais qui a été mis, et je sais pas, moi j'ai toujours l'impression que c'est grâce à la maternité qu'elle a pu trouver son rythme tout de suite. Et elle dormait, elle se réveillait aux heures qu'il fallait. Les 2 premiers mois, c'était vraiment très facile à noter, parce qu'elle était réglée comme un coucou. Donc vraiment, c'était toutes les 3 heures, on lui donnait son biberon, elle se réveillait, elle se rendormait. Pas de crise de larmes. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir en tant que maman d'avoir eu des crises de larmes, même des crises tout court. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu 2 ans linéaires. Ce qui d'ailleurs m'a poussée à reprendre très vite le travail, puisque j'ai recommencé à travailler à partir du 3e mois de ma fille.
Déjà parce que j'avais l'impression de, je vais le dire honnêtement, mais j'avais l'impression de servir à rien. À la maison, parce que ma fille faisait des 18 heures de dodo, donc elle se réveillait juste pour manger et c'est tout. Mais et c'est exactement ce qui s'est passé, en tout cas les 6 premiers mois, c'est que vraiment elle se réveillait à heure fixe, elle mangeait et puis basta. Est-ce que j'ai mis en place tout de suite des rituels pédagogiques? Non, pas vraiment. On s'est laissé un peu porter par le mouvement. Il n'y avait pas d'objectif particulier. Par contre, je sais que j'ai préféré tout de suite avoir l'affaire du cododo. Comme on avait un lit très bas, on savait que si elle tombait, elle allait pas se faire mal. Et puis après, on est allé quand même vers le lit à barreaux. Le lit à barreaux mais bas, c'est-à-dire qu'on l'a tout de suite mis en position basse pour éviter qu'elle passe de l'autre côté en position haute. On avait toujours le doute que si elle se mettait à se mettre debout dans son lit à barreaux, on pourrait pas forcément contrôler parce que la chambre était pas mitoyenne. Donc on n'avait pas envie d'avoir ce genre de risque. Donc on a eu un système de lit à barreaux qui nous convenait parfaitement parce que la petite dormait tellement et puis elle nous attendait. Vraiment, elle nous attendait le matin pour le biberon, pour ces choses-là. Donc, et sans grincher en plus. Enfin, j'ai vraiment aucun souvenir de crise de ma fille. Et je sais que c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de parents qui passent par des hauts, des bas, et les 2 premières années, ils en bavent littéralement. Mais ça n'a pas été mon cas. Par contre, à 6, 9 et 12 mois, on a commencé à avoir du coup le 4 pattes. La marche. La marche qui est arrivée entre 9 et 1 an. Vraiment aucun retard de ce côté-là. Ça allait tout seul en fait. J'ai pas eu vraiment à me poser la question de comment je fais ça et tout. Je crois qu'on a dû aller faire quelques tours au parc et puis c'était parti. Et j'ai encore les vidéos des premiers pas de ma fille à ce moment-là. Et il se trouvait que elle allait aller en crèche. On avait réussi à avoir une place en crèche pour ses 2 ans, donc pour ses 18 mois, et donc à ses 1 an, il fallait juste qu'on soit sûr qu'elle puisse être propre en fait. Le plus dur, enfin je dirais le plus dur, mais en même temps j'ai l'impression que pour nous ça a été assez simple aussi, ça a été de pouvoir passer en fait à la propreté. Propreté qu'elle a acquise au 1 an et demi je crois, enfin un tout petit peu avant l'entrée à la crèche. Et encore, nous, on a eu de la chance, parce que vraiment, quand on l'a laissé à la crèche, il y avait très peu de chances qu'il y ait énormément d'accidents. Mais ça s'est produit, en fait, dans les grandes vacances. Vraiment, ça a été... il y a eu une accélération pendant les grandes vacances dès 1 an, où tout d'un coup, ma fille a passé le cap de la couche. Dans les autres exemples à vous montrer, alors c'est pas vraiment Montessori, mais c'est pour vous montrer un peu la démarche de comment on peut en arriver à ce type de pédagogie. Je ne souhaitais pas que ma fille reste en poussette pendant X années. Et ça a été un choix déjà de confort, parce que littéralement les poussettes sont pas pratiques et vous voulez vous promener, c'est tout de suite tout un attirail, il faut tout de suite plein de choses, donc on le fait quand on a un parc à côté pour aller se promener un petit peu, mais ça devient vite encombrant. Et moi je préférais beaucoup plus l'option du porte-bébé ou du lange, une sorte de lange, c'est pas un lange mais un porte-bébé en tissu, que j'ai beaucoup utilisé les premiers mois de naissance de ma fille, une sorte de tissu qu'on passait comme ça et qui le maintenait en croisette comme ça. Alors est-ce que je vais garder cette solution? Je pense que je vais juste rester au porte-bébé. Alors je sais qu'il y a tout un débat. Moi le porte-bébé m'allait très très bien, il suffit vraiment de le prendre de façon à ce qu'il soit le plus ergonomique et qu'il puisse grandir avec. Donc voilà, moi je privilégie toujours les formes un peu en calebasse, c'est comme ça que j'appelle ça, pour respecter en fait la lignée de son dos et de sa colonne vertébrale. Le mieux étant vraiment ce système de tissu qui passe dans le dos, parce que ça prend vraiment la forme, puisqu'il n'y a pas de plastique, enfin il n'y a pas de matière plastique qui va rigidifier le dos ou autre.
Donc ça pour les premiers mois je trouve ça pas mal. Et après si vous avez des déplacements en fait plus avec plus grande distance, par exemple pour aller voir un médecin ou autre, je conseille plus le côté rigide. Voilà. Par contre je sais que tous les premiers mois, donc j'ai cessé 9 mois, ouais, 6-9 mois, elle est restée en position contre moi en peau à peau et je ne lui montrais pas en fait de l'autre côté, en vision périphérique 360. Je pensais qu'il valait mieux avoir ce côté protecteur. Et après, par contre, on est passé à ces 1 an vraiment à ce que je la retourne en fait et que je puisse lui montrer ce qui se passe autour d'elle. Mais je l'ai un peu préservé de ça les premiers mois. Et finalement, je crois que la poussette, on a eu la chance de pouvoir s'en séparer aux 2 ans. Vraiment jusqu'aux 2 ans, et encore, on l'utilisait principalement pour aller faire des trajets longs. Des trajets longs où on devait prendre le train ou le métro et qu'on était obligé d'avoir quelque chose pour se déplacer avec elle pendant ces distances-là, mais même sur place, on ne l'utilisait pas. J'ai dû utiliser vraiment la poussette les 6 premiers mois pour aller acheter les petits pots et les couches, clairement. Et après, je n'ai quasiment plus utilisé. C'était un calvaire pour moi rien que de la sortir. J'ai eu de la chance d'avoir une poussette qui était vraiment bien, de la marque Confort, je crois, Confort bébé, parce qu'elle faisait le 3 en 1, la nacelle, la poussette naissance et la poussette évolutive. Et cette poussette était pas mal, mais très lourde, très encombrante. Et moi j'aimais beaucoup le côté nacelle qu'on pouvait mettre en siège auto. Ça me faisait le 2 en 1 pour les premiers mois, c'était parfait jusqu'à ces 1 an. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Après, on a eu d'autres modèles de poussettes, mais on essayait de prendre le plus petit possible, parce qu'on a un tout petit ascenseur, donc ça rentrait pas, les gros modèles rentraient pas, fallait soulever pour pouvoir... Heureusement, on était au premier étage, donc pas de problème, mais j'ai vite compris que ça allait plus nous plomber qu'autre chose. Vraiment... je conseille pas du tout la poussette, et en fait il se trouve que moi je suivais déjà à l'époque 2 chaînes sur la pédagogie Montessori entre autres, qui existent toujours, enfin Horizon Famille je crois, la première si je me trompe pas, avec une dame sapant-syrielle ayant plusieurs enfants et qui a toujours mis en place cette pédagogie bienveillante et sur le mode pédagogique de Montessori, et une deuxième en fait que je suis aussi, une deuxième famille qui est pour l'instant au Costa Rica je crois en ce moment, et elle avait fait une vidéo en fait en expliquant que la poussette c'était non. Et quand j'ai vu que elle mettait en place le fait de se débarrasser le plus vite possible de cet engin, j'ai suivi en fait. Je me rappelle très bien que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fait ok, moi c'est pareil, j'en veux plus. Ça me prend de la place, ça me prend du temps, je perds du temps, et en plus je trouvais que ça contraignait vachement l'autonomie de ma fille. C'est-à-dire quand tu te laisses porter, en fait tu deviens un peu flemmard. Et quand je vois des gamins de 4-5 ans dans les poussettes, je me dis que je me dis qu'il y a un problème quoi. On va le dire honnêtement, j'ai pas de jugement non plus. Si je vais le voir, je vais pas non plus aller grogner contre la mère avec ses enfants, et je peux le comprendre si elle en a plusieurs. Mais c'est vrai que pour moi, à partir du moment où tu as acquis la marche, il n'y a pas moyen de revenir en arrière en fait. Donc on a très très vite arrêté la poussette, et c'était un grand bien parce que ma fille ne s'est jamais plainte de faire des grandes distances. Et par exemple, l'année dernière est arrivé le confinement, il se trouve qu'on a eu des 2-3 semaines vraiment pas bonnes au niveau du temps, il neigeait, il grêlait, il pleuvait, enfin bref, une horreur. Et donc on était obligé de des fois faire le chemin à pied, et il faut bien une demi-heure, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure en fait pour aller à l'école, pour son rythme, hein, pour son âge. Pour nous, on pourrait limite régler ça entre 20 minutes, une demi-heure, mais il y a du chemin pour aller à son école maternelle. Donc le fait qu'elle a été tout de suite dans le bain de la marche fait qu'on n'a pas de problème pour se déplacer avec elle, et tous les trajets
Et ça, c'est notable pour nous. Nous, nous n'avons pas de voiture. Peut-être que ça va changer avec le deuxième, mais pour l'instant, nous n'en avons pas et nous ne l'avons pas souhaité. Nous sommes en région parisienne, donc on a beaucoup de transports, beaucoup de bus et autres. Donc on a toujours fait sans. En plus, on a moyen d'avoir à peu près tout ce qu'on a besoin autour de nous. Donc il n'y avait vraiment pas d'utilité en fait à avoir de voiture. À part pour partir peut-être en vacances, mais on partait en train. Et il n'y avait aucun problème avec ça. Là, je me pose un peu plus la question pour le deuxième, voilà, surtout s'il y a des écoles différentes où je dois déposer la petite à un endroit et l'autre à un autre endroit. Mais finalement, je vous dirais que c'est le seul impératif. Voilà. On a un choix de famille qui est le nôtre, mais quand on vit en pleine ville, ça sert strictement à rien et ça fait des dépenses complètement inutiles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc ouais, ça a été la poussette, et la poussette, je dirais aux 2 ans, et on prenait seulement pour aller voir mamie, qui habitait un peu plus loin, ou pour aller voir nos familles en province. Bref, c'était pas... il n'y avait plus d'utilité au quotidien. Ma fille a marché et ma fille s'est adaptée très vite en fait à avoir ce rythme-là. Et en plus il y avait quelque chose de l'apprentissage, donc elle apprenait aussi les règles en fait à suivre dans des moyens de transport collectif, qu'il fallait pas hurler, qu'il fallait pas pleurer à tout va, qu'il fallait pas faire de crise à l'intérieur d'un train, qu'il fallait bien se tenir dans un bus. Qu'il fallait pas changer de place 40 000 fois. Donc il y avait vraiment tout cet apprentissage-là qui pour moi fait partie des règles de politesse et de collectivité qui sont très utiles à n'importe quel âge, et plus on l'apprend tôt et mieux c'est. Donc il y a eu toute cette démarche-là, et c'est la première démarche autour de l'autonomie de mon enfant que j'ai mis en place. Après, bien sûr, à partir des 6 mois, 8 mois, j'ai commencé à mettre entre les mains en fait certains outils pédagogiques que je vais vous montrer, parce que là j'ai tout un attirail. J'ai réussi à vous retrouver les anciennes boîtes des produits que j'ai pu acheter à l'époque, et je vais pouvoir en plus commenter avec vous. Je pense qu'on aura juste le temps dans cette première vidéo à faire vraiment les 3 premières années, enfin les 2 premières années plutôt, 2-3 premières années, jusqu'à l'arrivée en maternelle, et après il faudra que je vous refasse une deuxième vidéo clairement pour le passage en maternelle. Petite section, moyenne section, et là elle rentre en grande section d'ici l'année prochaine. Pour vous expliquer un peu les différences, parce qu'il y a vraiment un âge, les 2 ans déjà c'est une rupture dans les apprentissages, et quand on arrive en maternelle c'est encore autre chose, parce qu'on est sur d'autres apprentissages, excusez-moi, je perds mon latin. Donc les premiers mois je tenais, parce que ma fille a une chambre assez épurée, avec pas trop de couleurs vives, en tout cas c'était mon souhait, et puis maintenant ça a été complètement chamboulé, parce que pour x et x raisons. Mais j'avais vraiment envie d'un décor comme je les voyais en vidéo pour toutes les mamans qui suivaient ce type de pédagogie Montessori. Je voulais quelque chose vraiment de très linéaire, très calme, un peu au modèle Pinterest, vous voyez. Et au début j'y réussissais pas mal, j'avais réussi à avoir mon petit tapis pour le bébé, qu'elle a passé énormément de temps dessus et qu'elle passe toujours du temps dessus, parce que c'est là où elle fait des activités Lego et autres. Donc elle l'a tout de suite eu, et elle a tout de suite été apprivoisée par certaines manipulations d'objets. Donc je pense que environ à ces 6 mois, moi j'avais pris un peu plus tôt, j'avais commencé avec ce type de matériel. Alors vous allez voir beaucoup de nature et découverte, parce que j'avoue moi je suis pas allée chercher dans les sites spécialisés spécial Montessori, je suis allée au plus simple.
J'avais pas forcément le temps à l'époque de pouvoir aller dans des choses éthiques au possible, et c'est toujours pas le cas. Je suis pas la maman la plus exemplaire sur ce côté-là, je vais au plus simple moi. Et à l'époque, je travaillais quand même pas mal dans des horaires de semaine, et donc je faisais quand j'avais le temps. Et j'avais découvert que Nature et Découverte en fait faisait ce type d'équipement. Donc ça, c'est un matériel qu'on met en place normalement, il vous le dit sur la boîte, aux 8 mois. Moi j'ai commencé bien plus tôt, j'ai commencé aux 6 mois, non pour qu'elle apprenne en fait les volumes, mais qu'elle apprenne en fait à manipuler, à mettre dedans. C'est des boîtes d'encastrement, et de retrouver la bonne forme qui va avec. Vous en avez 3 dedans, en plus vous avez toujours une notice, ces boîtes sont assez bien faites. Tout est en bois, et ça aussi c'était vraiment une volonté d'avoir le plus de matériel possible en bois. Et je me suis toujours dit que si un jour j'avais un deuxième enfant, il fallait que je puisse réutiliser ce matériel. Là, étant dans ma deuxième grossesse, je suis en plein dedans, je sais que je n'ai quasiment rien à acheter. J'ai dû racheter vite fait des habits de naissance, parce qu'il m'en manquait un peu, et c'est tout. Et tout le reste, j'ai gardé. Et même si c'est pas le même sexe, puisque ça sera un petit garçon, à l'époque, j'avais déjà eu la jugeote, en fait, de prendre des vêtements unisexes, vu à quelle vitesse votre enfant va grandir les 2 premières années, ça ne sert à rien, mais alors strictement à rien, de faire une panoplie de vêtements pour votre poupette ou pour votre garçon. Prenez vraiment des choses basiques, simples, qui peuvent salir. En plus, ils vont avoir l'apprentissage de l'alimentation, de passer au solide petit à petit. Vous allez avoir des grosses catastrophes chez vous. Vous allez devoir tester la cuillère de purée qui finit sur le t-shirt, la purée de carottes. La purée de carottes, c'est récupérable. Purée de betterave, parce que bien sûr, vous allez vouloir qu'il découvre à peu près tout dans l'alimentation. Et puis après, il va tester la peinture avec les doigts, la pâte à modeler, plein de choses qui tâchent. Donc, strictement, allez au plus simple. Voilà. Moi, si j'avais des choses à recommencer, je pense que je ferais des basiques vraiment blancs pour les maillots de corps, des t-shirts et des trucs, le modèle les mêmes. Et dans des couleurs genre beige, pour que ça soit adaptable aux deux sexes. Donc il y a beaucoup de choses en fait que moi je peux réutiliser de ma fille, à part les robes bien sûr, mais tous les petits pantalons et autres, je sais que c'est vraiment de l'unisexe, surtout dans les 2 premières années, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'il y a sur les pantalons de petits garçons, genre les braguettes, il n'y a pas ça sur les pantalons de bébé. C'est du jogging, quoi. C'est entre le jogging et le pantalon. Donc c'est des choses qu'on peut réutiliser pour les deux. Et donc j'avais fait la même démarche en fait, et c'est là où on rentre plus dans cette pédagogie Montessori. Alors pédagogie Montessori, c'est Maria Montessori qui était docteur à la base, et en fait qui a consacré sa vie à pouvoir aider les enfants en difficulté ou non, ou qui n'avaient pas forcément les moyens, puisque cette pédagogie n'est pas censée être coûteuse. Voilà. Maintenant, il y a tout un business qui se développe, et j'ai conscience qu'en vous parlant de certains produits que j'ai utilisés ou que j'utilise, et je ne fais que reproduire ce schéma de consommation. Moi, je le fais parce que, en vrai, si j'avais eu tout le temps pour faire tout le matériel pédagogique moi-même, et que j'étais un peu douée de mes 4 mains, j'aurais sûrement fait certaines activités moi-même. Et j'ai essayé d'ailleurs. Et je me rappelle que j'ai eu des gros fiascos, et je vais vous les raconter dans cette vidéo. Donc, la chose la plus importante pour moi, c'était des jouets en bois. Des jouets durables, des jouets que j'allais pouvoir transmettre et qui ne s'abîment pas, qui sont très résistants et qui sont plaisants à regarder. Alors autant plaisant pour moi, mais aussi plaisant pour un bébé. Un bébé n'a pas besoin qu'on l'éclime de couleurs pastel, fluo. Moi je vois des jouets, on est là, on a mal aux yeux. Et j'en ai des jouets qui font mal aux yeux, parce que c'est généralement ce qu'elle recevait un peu plus tard pour les Noëls et autres choses comme ça. Ouais, mais non. Donc voilà. Donc le matériel d'emboîtement,
Donc ça va développer tout ce qui est concentration en fait. Là j'ai plus les exemples à vous montrer directement. Je vous les montre que en image sur les boîtes parce que tout est en déménagement en ce moment. Donc tout le matériel pour bébé est en train d'être installé dans la future maison. Ensuite j'ai eu des bides. Et vraiment je vais en parler comme ça. J'ai eu des gros bides, notamment ce coffret. Qu'ils appellent coffret Montessori, mais je doute littéralement de la pédagogie Montessori qu'il y a derrière. C'est des papillons, donc moi j'aimais beaucoup le fait que ma fille allait pouvoir regarder des papillons tout bébés, voilà. Donc je vous montre l'envers du décor. Là vous avez les papillons, vous avez le matériel pour le faire, parce que comme c'est un coffret, c'est vous qui le montez. Et là vous avez des cartes. Par contre les cartes m'ont été utiles. Donc en fait vous avez 2 jeux en un. Le mobile qui est là, vous devez le construire. J'ai jamais réussi à le construire. Voilà, pour vous dire à quel point je ne suis pas très douée. Et derrière, du coup, vous avez aussi des cartes, et des cartes qui sont en grand format, cartonné, très bonne qualité, en noir et blanc. Alors pourquoi elles sont en noir et blanc ces images? Parce qu'on dit souvent que les enfants ne perçoivent pas forcément toutes les formes et toutes les couleurs dès le départ, qu'il faut vraiment qu'ils se concentrent, alors que le noir et blanc crée en fait un contraste assez important pour pouvoir attirer l'attention sur les images. Et en plus c'était des petits animaux, papillons, canards, cheval et tout. Je crois que j'en ai encore quelques-unes. Ça c'est par contre c'est quelque chose que oui je conseille. Le mobile papillon, non, complètement inutile. Et vraiment je vais en parler ainsi. Inutile. Voilà. J'ai pas réussi à le monter déjà de 1 et puis en fait finalement je trouvais que c'était pas vraiment un coffret Montessori, dans le sens où le mobile des papillons finalement c'est n'importe quel mobile, c'est n'importe quel mobile qu'on pourrait faire dans la vie réelle, c'est pas Montessori pour moi. Le seul truc Montessori et de très loin, ça serait de prétendre que c'est un mobile qui se rapproche des différentes espèces de papillons. Donc porté sur la nature. Et c'est le seul lien. Mais pour moi, Montessori, c'était pas ça. J'avais vu des mobiles et je suis toujours en demande de me dire est-ce que j'en prendrai un, parce qu'il y en a un qui m'intéresse beaucoup, qui est en fait un mobile de couleur. J'essaierai de vous mettre des photos. C'est en lainage. C'est des boules de laine en fait, de différentes couleurs. Il y en a 4 ou 5, je crois qu'il y en a 5 en fait, des petites boules de couleurs. Mais c'est dans le même nuancier. Donc c'est des teintes de bleu différentes, ou des teintes de rose rouge différents. Et qui vous crée en fait un nuancier de la même couleur en fait, pour essayer de détailler en fait les différences de couleurs que vous allez avoir. Et ça se retrouve beaucoup dans la pédagogie Montessori, c'est d'avoir en fait de pouvoir préciser, moi c'est comme ça que j'appelle, de préciser l'œil de votre enfant, de pouvoir le faire se concentrer sur des détails. Ouais. Je vais essayer de vous retrouver ça parce que j'ai aussi toute une... Ah voilà. C'est exactement ça. C'est ce genre de mobile en lainage que vous pouvez faire vous-même. Il y a plein de tutos sur internet. Donc en même temps, je vous montre une référence de livre. Et en fait, ça pour le coup, je pense que c'est vachement mieux pour un enfant. Déjà, il y a un côté texture où l'enfant peut attraper les boules de laine, quoi. Et il y a cette nuance, vous voyez, de rose. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça fait vraiment travailler le détail chez l'enfant. Donc ce livre, il s'appelle 60 activités Montessori pour mon bébé. Donc dedans, en fait, on va vous expliquer quelle est la chambre idéale pour un bébé, les étagères, une activité par panier, que l'enfant peut attraper du premier coup. Ça, je trouve ça assez intéressant. Si c'est possible chez vous, que vous avez une chambre assez grande et que vous n'avez pas trop d'enfants, je pense que c'est possible. Sinon, il faudra forcément faire des étagères basses pour pouvoir mettre chaque activité. Au début, honnêtement, on y était. Après, c'est parti en vrille au premier Noël parce qu'on a reçu beaucoup de cadeaux pour ma fille, autant de moi que de la famille, enfin bref, et que je voulais pas imposer en fait mon modèle éducatif, et je le ferai pas, je pense. Mon modèle éducatif
fait à toute la famille ou à la belle famille, et donc je n'avais pas précisé en fait de vœux par rapport au cadeau qu'elle allait recevoir. Et je ne suis pas non plus du genre à revendre en fait ce qu'on nous offre, donc j'ai laissé ma fille en fait utiliser aussi des jouets traditionnels en plastique, plein de couleurs et autres, et il y a des choses qu'elle a adorées et que moi j'ai cautionné bien sûr. Mais voilà, à la base je voulais vraiment un truc tout pur, tout épuré. C'est pas resté longtemps, ça a dû rester les 9 premiers mois, et puis après... bon. Donc en fait vous allez avoir plein de conseils, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place petit à petit. Et vous voyez, moi j'ai des petites annotations, je refais. Il y a des trucs où clairement je mettais mes annotations. Et d'ailleurs j'ai même les dates, vous voyez, encore lit à barreaux, bientôt changé le 14 mars 2017. Voilà. Je mettais des annotations pour savoir où j'en étais. Et donc on vous explique en fait que, voilà, moi j'ai un lit qui ressemble beaucoup à ça, en tant qu'adulte. Et donc du coup en fait ma fille a fini par dormir très vite avec moi. Parce que justement on se rapproche beaucoup de ce modèle. Et bizarrement, ça peut paraître bizarre de se dire que votre enfant sera dans un lit directement à même le sol. Ça fait peut-être un peu camping pour certains. Mais je vous promets que c'est quelque chose qui est hyper bénéfique de faire ça. Parce que votre enfant, du coup, a beaucoup moins de risques de chute. Il est directement sur le sol, donc même les chutes seront pas très hautes. Que si en plus il est dans sa chambre et qu'en face il voit toutes les petites étagères avec les différentes activités, ça veut dire que même le matin, lui, de lui-même, va pouvoir se déplacer rapidement sans vous réveiller sur ses activités. Donc ça aussi, c'est quand même un large bénéfice. Donc on vous explique qu'il faut créer 4 espaces, et vous voyez, il y a encore le petit mot fait. Un espace pour dormir, un espace pour changer, toilette et habillement, un espace pour le nourrir et un espace pour l'activité. Alors moi, l'espace pour le nourrir, clairement, il n'était pas dans la chambre. C'est hors de question que ça soit dans la chambre, donc c'était plutôt dans le salon ou la cuisine. Un espace pour les activités, oui, effectivement, parce que j'avais organisé la chambre. J'essaierai de vous retrouver des photos, si c'est possible, de cette période-là. Un espace pour les activités, ça clairement il y avait, un espace pour dormir il y avait aussi, et un espace pour se changer, c'était dans la salle de bain et pas autre part. Donc voilà. Donc il y a toute, vraiment dans cette pédagogie, il y a vraiment le fait de pouvoir mettre en place l'espace de vie de votre enfant, comment vous allez l'aider en fait à gagner en autonomie sans que vous ayez besoin de lui dire fais ci, fais ça, fais machin, pour que ça devienne très intuitif. Et moi l'intuition, je pense que c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Là voilà, je vous parlais tout à l'heure du matelas d'activité, où il y a encore mis fait, et d'ailleurs elle l'a encore, hein. Et là elle va avoir 5 ans et elle a encore son matelas d'activité, parce que son matelas d'activité c'est devenu un peu sa deuxième maison, c'est là où elle se pose, où elle n'est pas sur le parquet directement, c'est pas un tapis non plus, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. D'ailleurs vous mettez ça dans la machine, vous mettez la housse dans la machine, vous nettoyez aussi le petit édredon matelassé qui va dans la machine aussi, et vous ressortez tout ça et c'est bon. Alors que le tapis, il faut le brosser, il faut bien le nettoyer, quand il y a une tâche c'est une galère, enfin bref, matelas d'activité c'est génial. Et en plus au niveau des sensations pour un bébé, c'est tout molletonné, donc c'est rassurant, il y a un côté cocon. Et ma fille vraiment, et ça je dois en avoir pas mal des photos, elle faisait ses jeux en bois. Donc ces choses-là, elle les faisait sur le tapis, quoi. Donc et après on va vous expliquer comment tenter votre enfant à faire du 4 pattes. Voilà, moi il a mis en cours. J'étais en train de développer la marche. Et c'est vrai qu'avec ce type de choses, en fait, j'ai pas eu de difficultés, vraiment de difficultés à passer d'un apprentissage à l'autre, parce que je suivais le livre en fait. Tout simplement je suivais le livre et je prenais ou je ne prenais pas. Il y a des choses que je prenais pas, notamment parce que j'avais pas forcément envie d'acheter plus pour ma fille. Et il y a des choses que je faisais moins. Alors moi par contre j'ai développé des choses beaucoup plus rapidement, c'est à dire que j'avais vraiment envie qu'elle soit éveillée par la musique,
Donc elle a beaucoup entendu de musique dans ces 2 premières années, de tous les styles, et c'était vraiment une chose que je voulais faire avec elle. Donc il y a eu les grelots, il y a eu les maracas, puis finalement il y a eu plein d'instruments de musique que j'avais envie de transmettre, parce que pour moi c'était vraiment l'éveil idéal. Après on a eu l'histoire des paniers, c'est-à-dire j'ai acheté plein de paniers et je mettais toutes les activités qu'elle a ensemble, donc les balles sensorielles, ça c'est parfait aussi pour la motricité, pour les sensations, de pouvoir montrer ce type de choses là. Qu'est-ce qu'on a eu? Effectivement là vous retrouvez une autre activité, alors là c'est plus grand, vous avez acquis la marche. D'ailleurs on va parler de cette photo qui est ici, parce que vous voyez il a des chaussons un peu spécifiques, parce que dans l'habillement vous ne faites pas non plus n'importe quoi, c'est à dire que vous essayez de prendre des choses qui soient ergonomiques autant dans la posture qu'après quand vous l'habillez. Ma fille en ce moment, et depuis un moment elle a pas mal de chaussures avec des semelles en caoutchouc, vraiment du caoutchouc quoi, des semelles que vous pouvez plier avec votre main. C'est hyper pratique parce que ça, il y a une adhérence au sol et une adhérence au pied qui va être conforme en fait à la courbure de son pied, et ça évite en fait les inconforts. Ma fille adore ces chaussures là, et elle continuera tant qu'elle pourra et tant que ça se vendra pour ça. Je vais vous parler d'un deuxième livre qui s'appelle Montessori de la naissance à 3 ans. Apprends-moi à être moi-même, donc toujours sur ce modèle d'autonomie en fait à avoir. Celui-ci c'est plus pour les parents, je dirais vraiment, c'est pas comme celui-là où on vous propose des activités, vous avez des photos. Là on peut vous proposer des choses, mais ça va être aussi tous les témoignages de parents, de savoir à peu près à quel âge vous rentrez dans le mimétisme, à quel âge vous allez avoir pas mal de témoignages de d'autres enfants qui ont eu des hauts et des bas, ou qui rentraient dans certaines choses. Dans la pédagogie Montessori, on appellera ça des périodes sensibles. Vous passez chaque période sensible selon l'évolution de votre enfant, et on vous explique beaucoup le côté des neurosciences, la plasticité du cerveau, ce qu'ils appellent la plasticité du cerveau, c'est-à-dire c'est la capacité de l'enfant à absorber, mais alors une tonne de connaissances que vous n'avez même pas idée, parce qu'il absorbe beaucoup plus vite que l'adulte. Tout ce qu'il voit, tout ce qui va l'attirer par les yeux, c'est des choses qui vont généralement dans les premières années, les 2 premières années, c'est des choses qu'il n'a jamais vues. Et après, il va en acquérir une expérience à force de le revoir, et c'est comme ça qu'il va grandir. Et c'est pour ça que les bases éducatives sont tellement importantes les 5 premières années. Pour moi, c'est pas forcément même les 3 premières, c'est vraiment les 5, 6 jusqu'à l'entrée au CP, où là, le parent doit mettre toute son énergie pour pouvoir passer le maximum d'outils, en fait, de choses, pour que son enfant puisse avoir, en fait, des bases pour pouvoir se débrouiller. Voilà. Quand on est au CP, c'est un peu le test de savoir si tout ce qu'on nous a donné en patrimoine éducatif et scolaire, parce qu'il y a aussi le rôle de la crèche ou de la maternelle, ou des assistantes maternelles qui est très important. Ma fille a eu les 3, elle a eu une assistante maternelle qui était très bien, très maman, et ça lui faisait ses premiers liens de sociabilité. Et puis après il y a eu la crèche, et la crèche ça a été assez génial parce qu'elle avait d'autres enfants, c'est la première fois qu'elle se retrouvait en collectivité, et ça se passait bien et ça contribuait à ses apprentissages. Et puis ensuite on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la maternelle, l'entrée en maternelle. Voilà. Et la première année c'est plutôt bien passé, et après il y a des spécificités, je pense que vraiment l'entrée en maternelle vous allez voir des spécificités de caractère sur vos enfants, et c'est là où il y a un autre palier à engendrer. Donc je vous parlais de plasticité cérébrale parce qu'en fait votre enfant ça va être une éponge à savoir, une éponge à absorber, c'est ce qu'on appelle l'esprit absorbant. Il va apprendre tout le temps, et même de manière inconsciente, et puis il va continuer à le faire même en dormant. Donc c'est assez génial pour ça. Donc voilà. Et après vous allez essayer de respecter petit à petit tous les cycles tous les cycles d'apprentissage que vous pouvez avoir, notamment par exemple j'avais pris un kit, mais ça existe aussi pour enfin vous n'avez pas forcément besoin d'un kit pour ça. Bon, attendez, j'essaie de poser les 2 livres.
Hop, je vous le montre. Ma maison Montessori, je me prépare tout seul. Voilà, ça c'est pour l'autonomie de l'habillement. Donc dedans, vous avez un kit très complet. Moi, ça m'a pas mal servi pendant un moment, surtout quand elle passait en maternelle. Je tenais à ce que ma fille, quand elle rentre en maternelle, elle ait ça. Qu'elle puisse être le maximum autonome par rapport à ça. Donc j'avais acheté ce coffret que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a beaucoup de couleurs quand même. Il y avait un livret pédagogique pour les parents, et il y avait comment je me lave les dents, comment je me lave, le rituel du matin, le rituel du soir, pour en fait vraiment instaurer petit à petit un quotidien. Et quand j'appelle ça un quotidien, c'est les rituels. Et en fait, votre enfant, jusqu'à ses sorties de maternelle, vous allez devoir ritualiser, être dans les habitudes, et que ça rentre, et que ça devienne des automatismes, et que du coup, il n'y aura plus de crise, plus d'insureté. Si votre enfant fait déjà des crises sur des moments comme l'habillement, comme aller à la douche, comme aller se brosser les dents. Moi, ma fille, elle me les a faites, hein, les caprices, c'est pas arrivé tout seul. Et elle continue de temps en temps quand elle a décidé de m'embêter. Mais à force de ritualiser, en fait, vous allez rassurer l'enfant. L'enfant va être rassuré d'avoir des repères dans sa journée. Donc, je vais vous montrer certaines choses. Moi, j'ai enlevé depuis. Mais celui-là, je sais que je le remettrai par exemple après le déménagement. C'est comment je me lave les dents, les étapes, je me brosse des deux côtés, les dents dessous, devant, machin. Ça paraît simple, en plus c'est hyper ludique. Mais ça servira aussi pour mon deuxième enfant. Je vais les laisser dans la salle de bain. Pas parce que j'ai absolument envie qu'ils apprennent correctement à le faire, mais parce qu'ils vont voir que c'est comme ça qu'ils le font et ils seront rassurés. Déjà, la mise en place est quasiment identique. Il y a le lavabo, il y a sa brosse à dents, il y a son dentifrice et il y a un petit tabouret pour qu'elle puisse monter dessus, pour qu'elle puisse le faire en autonomie. Ma fille peut se laver les dents toute seule, sans avoir forcément besoin que je sois à côté. Moi, je suis encore à côté parce que je veux être sûre que les dents sont faites correctement. Donc, généralement, j'essaye le plus possible d'être à côté d'elle et on se lave les dents en même temps parce qu'on partage nos repas en ce moment aux mêmes heures. Mais quand je suis au travail, forcément, je ne peux pas le faire. Mais par contre, je sais qu'elle peut le faire toute seule. Voilà. Et que le papa veille forcément aussi à l'hygiène de sa fille. Donc voilà. Mais c'est des choses que moi, je réinstallerai. Pour mon second et que j'installerai même, je pense, tout de suite en arrivant. En tout cas pour celui-ci. Celui-ci, j'attendrai un petit peu, c'est je vais aux toilettes, donc ça je le ressortirai pour mon deuxième quand il ira vers la propreté. Et j'indiquerai en fait ça. Pour qu'il puisse apprendre et on verra les images ensemble et tout, et je lui expliquerai, et comme ça il pourra comprendre en fait le lien qu'il y a entre les toilettes classiques, le lien avec le pot, je trouve ça utile, voilà. Donc vous avez plein de choses comme ça dans les coffrets. J'avais pris un deuxième coffret mais que j'ai pas retrouvé là dans mes affaires. Qui est... Ouais, ça aussi. Ça ressortira pour la maison. C'est le tri des vêtements. C'est des choses que vous mettez en fait sur le... Alors là vous voyez pas mais j'ai une barre là avec mes vêtements, vous pouvez mettre ça comme ça et en fait vous triez les t-shirts, les chemises, les robes, les jupes pour les filles et comme ça votre enfant apprend à classer tout simplement ses vêtements parce qu'il n'y a pas que l'habillement, il n'y a pas que son autonomie propre et pour ça je vous recommanderais un livre. Mais ça c'est pour déjà les 4 ans, hein. Je dirais minimum 4 ans, 4, 5 ans, 6 ans. C'est un livre de méditation sur le fait de prendre soin de sa maison et qui serait le reflet de prendre soin de son corps. C'est de Marie Besnier. Sur mon Instagram, il y a une photo, je viens de le publier. Et en tout cas c'est très bien parce que ça vous apprend en fait à pourquoi vous devez ranger. Pourquoi vous devez prendre soin de votre intérieur. Pourquoi il faut faire du tri de temps en temps. Donc là c'est vraiment pour les enfants qui sont déjà au minima en moyenne section. Je vais vous montrer d'autres jouets que j'ai acheté et que j'ai encore. Des puzzles en bois. Beaucoup de puzzles en bois. Ça je vous montre cette boîte là parce que c'est vraiment le tout premier qu'elle a eu à ses 6-9 mois je crois.
avec des petits rhinocéros. Je l'avais trouvé sur un site internet que je ne saurais plus vous dire là tout de suite. Donc la marque c'est Zebra, moi je vous le conseille parce que vraiment il est indestructible, il est vraiment trop beau, il a des couleurs toutes pastel, toutes mignonnes. Et vous avez 5 rhinocéros qui bien sûr il faut emboîter. Voilà, donc ça c'est le top. Et je l'ai encore, donc ça servira pour mon deuxième. Les deux références de livres que je vous conseillais pour les premières années, c'est Charlotte Poussin, Montessori de la naissance à 3 ans, 60 activités Montessori pour mon bébé de, je sais plus qui c'est, de Marie-Hélène Place. Et ça, bien sûr, je vais le garder parce que je vais devoir les réouvrir en fait au moment de la naissance de mon fils. Ensuite, à partir du moment où il commence à avoir la manipulation, il y a les jeux d'encastrement. Donc ceux-là. Ensuite, moi j'ai pas forcément respecté les âges qu'il y avait sur les boîtes. J'ai toujours fait un peu plus tôt. Donc il y a des boîtes de fermeture, ça c'est pour 3 ans normalement. Mais moi je sais que j'ai mis ça en place plus tôt puisque ma fille elle est à la crèche. Donc pour moi il était important qu'elle commence à se familiariser au scratch. Le scratch est ce qu'elle a acquis tout de suite, c'est le plus simple. Le plus dur étant ce système-là d'encastrement en clic. Les boutons, parce que les boutons de sa veste, quand on va en crèche, il faut aussi pouvoir un petit peu essayer de commencer à mettre ses vêtements par soi-même. Et les zips, donc ça c'est les boîtes à fermeture, alors ça paraît tout con, hein. Ça paraît tout con à faire et ça paraît tout con aussi d'acheter du matériel pour ça. Vous pouvez le créer, hein. Une fois encore, moi je vous montre la version, je me suis pas pris la tête. Mais c'est des apprentissages qui vont servir toute leur vie et plus vite ils l'auront et plus vite ils seront autonomes. C'est-à-dire que vous allez gagner du temps le matin. C'est-à-dire que le matin, votre gamine, elle part à l'école, elle sait mettre son manteau et elle sait le zipper. Ça paraît complètement bête, hein, dit comme ça, mais vous allez gagner déjà 2 minutes. Alors pourquoi gagner du temps? Ça aussi, ça sera. Il y aura pas mal de vidéos de toute façon à voir sur la parentalité, parce qu'en fait, ça va simplifier le quotidien. Et le but d'un parent, c'est pas de se complexifier la tâche, c'est de simplifier. Et si en plus ça peut être aussi simple pour l'enfant, vous avez tout à gagner dedans. Donc les boîtes de fermeture, plus tard, elle les a eu entre 1 an et demi et 2 ans, qu'un tout petit peu avant, vissage et dévissage. Alors ça aussi vous êtes en train de vous dire mais moi je veux pas que mon enfant devienne un bricoleur. Non, c'est juste pour sa motricité en fait. C'est juste pour qu'il apprenne à avoir une motricité fine, qu'il arrive à avoir ce système de pince. Alors, pourquoi je vous parle du système de pince? Parce que quand vous allez aller en maternelle, l'enfant va devoir apprendre ce geste-là et à tenir son stylo de manière correcte. Et il faut savoir qu'en petite section, vous avez énormément d'enfants qui ne savent pas tenir un stylo, qui vont le tenir... J'essaie de vous prendre un exemple. Donc voilà, la prise pince, c'est celle qu'on connaît tous, c'est celle qui nous permet d'écrire, c'est celle qui nous permet vraiment de pouvoir faire des gestes précis. Ça, pour atteindre ça, il faut déjà passer par des choses comme ça. De vissage et de dévissage. C'est-à-dire que ça va développer le fait que l'enfant puisse tourner d'une certaine manière, qui s'exerce à faire ce type de mouvement-là. Ou ce type de mouvement-là, quand il va falloir dévisser juste un écrou, voilà, ou simplement faire ça, et de le faire correctement. Plus vite vous arrivez sur ça, plus vite vous allez acquérir en fait beaucoup de précision motrice. Donc ça c'était important. Et du coup en petite section de maternelle, autant elle pouvait pas avoir, il y a des trucs où elle galère encore beaucoup maintenant, surtout en termes d'apprentissage de langage, je travaille beaucoup avec elle, mais par contre je sais que la bonne prise en main du stylo et l'effet pince, elle l'a eu rapidement et elle l'a eu en petite section, et c'est un gain de temps après. Voilà. Parce que par contre ça n'a rien à voir sur l'apprentissage de l'écriture. Votre enfant peut très bien tenir correctement un stylo, mais par contre écrire très mal. Et moi la mienne elle est un peu entre les deux, parce que je bataille encore beaucoup pour qu'elle puisse écrire certaines lettres dans le bon sens de haut en bas. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, moi les seules choses que j'ai faites, et c'est pour ça que je vous ferai une deuxième vidéo pour les 3-6 ans, c'est ce type de matériel.
tout simple, gratuit, que je n'ai pas acheté parce qu'au départ j'avais pas forcément envie d'acheter et que j'étais en plein confinement. C'était l'année dernière. Je vous mettrai aussi des inserts. C'est du matériel où j'ai pris du carton, vous voyez, rigide. Alors ça c'est clairement du carton comme Amazon, vous voyez. Et dessus j'ai recollé du carton mais un peu gondolé pour avoir cet effet de matière, pour lui apprendre les chiffres. Voilà. Je sais pas comment vous voyez, ouais, vous allez voir à l'envers. Là vous avez le 8 et on commençait à apprendre à compter jusqu'à 10. Il y a ce système là aussi, vous avez là où elle peut suivre, voilà. Et elle devait le faire avec le doigt. Et derrière, vous avez le système avec les dés. Quand je dis le système avec les dés, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je retourne la carte. Donc elle est passée par ce modèle d'abord. Et après elle retournait, elle regardait si c'était bien le 7. Et elle apprenait la graphie avec. Ça, on en reparlera pour la deuxième vidéo. C'est pour les apprentissages à partir de la maternelle. Donc moi, j'ai créé beaucoup de matériel à ce moment-là, avec les moyens du bord. Et donc je vous montrerai aussi pour l'alphabet. Et on restera sur des puzzles en bois, notamment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre tout de suite? Ah oui. On a des choses comme ça que j'ai donné à ma fille à 18 mois. Ça, je le conseille, c'est pour les tout petits. C'est dès 15 mois. C'est la découverte des fruits et des légumes. Et vous avez des cartes et de la feutrine. Les légumes et les fruits sont sous forme de feutrine. Voilà, tout petit Montessori, mes fruits et légumes en feutrine. Collection Nathan. Et ça, c'est pas mal pour développer justement tout ce qui est alimentation et tout ça. Donc j'ai arrêté ici pour les tout premiers apprentissages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouverai pour la deuxième vidéo un peu plus tard. Je vous la ferai le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir la suite. Ciao!